Salutations, bienvenue dans TCP du ciné et des potes. Votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe composée de Jérémy, Fred, Owen et pour nous accompagner, Hélène. Salut. Nouvelle recrue par notre recruteur Fred qui a lu ton CV. J'ai lu son CV, j'ai été surpris de mettre le mode ne pas déranger. C'est la bonus de l'émission, j'adore. Bref, non, j'ai été surpris par son CV, ça m'a plutôt plu. Et je me suis dit que ça serait très intéressant d'inviter Hélène pour parler de Prada 2. Mais qui es-tu, Hélène ? Du coup, moi je suis une étudiante en histoire de l'art. Et donc plus profil archéologique, mais c'est pas grave. Et donc je m'intéresse un petit peu, j'aime bien tout ce qu'est le cinéma et les arts de manière générale. Et voilà. En grande sortie, on va parler du Diable s'habille en Prada 2, le retour du duo Meryl Streep Anna Thaouet dans le monde de la mode. En sortie sup, les amis sont allés voir Okoum, C'est quoi l'amour et Die My Love. Oui, beaucoup d'amour. C'est nouveau, ça, les sorties sup. Je sais pas, c'est ce que j'ai écrit. C'est rattrapage, hein. En deuxième partie, j'ai un jeu, ou plutôt un défi, à vous faire relever. Mais est-ce que vous avez conscience de ce que je vais vous faire ? Moi, oui, parce que tu me l'as dit. Nous, tu nous avais demandé donc quelque chose dans la conversation. Un film culte que vous n'avez pas vu. Voilà. Mais vous Mais je savez n'ai pas. aucune idée du défi que tu vas nous donner. Moi aussi, et ça va être très drôle, je pense. Et pour conclure l'émission, le Joker a été confié à Hélène. Alors, il faut le savoir que le Joker, depuis, je pense, 3 émissions, Doit aller à Owen. il doit aller à Owen. Et à chaque fois, on invite quelqu'un à Owen en mode C'est pas grave. c'est gentil. C'est celui que vous refoulez. En fait, en général, on se le refile à nous, mais dès qu'il y a quelqu'un qu'on invite, on préfère lui donner, tu vois. C'est plus intéressant. Mais là, c'est la 3e émission d'affilée avec un invité. C'est mon Joker refoulé. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Insta et TikTok et que vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. C'est une suite que personne n'a vraiment demandé et pourtant elle a suscité passion et intérêt. Le Diable s'habille en Prada 2 par David Frankel. Suite de la très bonne rom-com de 2006, fait un carton au box-office, mais est-ce que la critique suit ? Vous êtes ici pour nous aider à gérer le scandale qui nous préoccupe en ce moment. Click, 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 everywhere. Mais je ne vous ai pas engagé. Moi, je n'ai qu'à prendre mon mal en patience jusqu'à votre échec. Prenez plutôt le métro, ma chère. Might show up late, might be on time. Just wait, I'm coming. Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l'univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l'élégance est une arme redoutable. C'est un peu ma confession nulle de cinéphile. J'ai découvert Meryl Streep avec Le Diable s'habille en Prada. C'est pas grave, ça pas serait grave. nul. Je Moi, trouve je que pense ça. aussi. C'est nul. Non. Je trouve ça trop bien. T'avais pas vu Out of Africa, hein? Bah non, j'ai vu Le Diable avant, Et sur la route de Madison, mec. je l'ai pas vu. Moi j'aime bien. J'aime bien Meryl Streep dans le rôle de Miranda. Moi justement j'ai du coup rattrapé le premier film parce que je l'avais jamais vu. Et j'aime beaucoup le personnage qu'elle interprète. Tu sais, c'est un personnage très antipathique que t'aimerais détester mais que t'apprécies de fou, quoi. Je sais pas c'est quoi votre rapport avec le personnage. Mais moi j'aime beaucoup le personnage de Miranda. Et la critique que j'ai envie de faire dans ce second volet, c'est qu'on retrouve pas ce qu'avait proposé la version 2006. C'est qu'on a une Miranda, je trouve, un peu plus lisse. Plus, je dirais pas gentil, mais qui est moins détestable en fait. Et je trouve qu'on perd un peu ce côté-là dans le 2006, qui était hyper intéressant, c'était d'aimer un personnage toxique en soi. Hein. Parce que quand on regarde Miranda, elle interprète tous les clichés un peu toxiques du monde de la mode. Et je trouve que dans le 2, on perd un peu ça, parce que je trouve qu'on est quand même en 2026. Et j'ai l'impression que maintenant, aujourd'hui, les studios, ils sont plus dans l'optique de satisfaire le public plutôt que de proposer quelque chose d'un peu plus dangereux, je dirais. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, c'est sûr, c'est un film sans aucune prise de risque, hein. Mm. On est d'accord, hein, c'est juste, on reprend l'histoire 20 ans après, et puis c'est tout. Tu vois, enfin, c'est-à-dire que les personnages, ils ont eu des histoires de leur côté, mais en fait, tu rattrapes 20 ans de vie avec eux, en fait, et il n'y a pas grand-chose d'autre. Enfin, même si ça essaye de créer une nouvelle histoire, mais c'est toujours, ça ressemble un peu au premier quand même. Hein, c'est pour ça que c'est vraiment un éternel recommencement, et c'est la suite de 20 ans après, mais on vous laisse quand même des repères, parce que faut pas trop vous bousculer. C'est marrant parce que le premier, c'était une rom-com un peu gentillette, mais le personnage, c'est même pas le personnage principal, Meryl Streep, c'est Anna Thaouet, mais ce personnage de Miranda, j'ai tout le temps envie de l'appeler Miranda Tate, mais c'est Miranda Priestley, elle est odieuse et genre, tu sens que toutes les blagues un peu limite qu'ils peuvent faire dans le premier, ils le font à travers ce personnage-là. Et là, la blague du 2, c'est qu'en fait, il faut tellement être friendly vis-à-vis de tout que même un personnage aussi odieux et aussi borderline que Miranda ne peut plus l'être parce qu'elle a toujours sa secrétaire qui va dire non, dis pas ça, c'est très grave. Après, je trouve aussi sur ce personnage-là, par rapport à ce que tu disais, Fred,
elle a été, je trouve, elle est plus humanisée dans le sens où on sent qu'elle maîtrise plus entièrement la situation, qu'elle doit faire face à tout ce qui est les difficultés économiques du journal et du coup, je trouve que c'est plus dans ce sens-là, au-delà du fait qu'elle peut plus faire certaines remarques par rapport à l'évolution du monde du travail, qu'on sent qu'elle est aussi vulnérable. Et c'est quelque chose qu'on sentait pas dans le premier, je trouve. Si, tu le sens, parce que c'est parce que le monde est impitoyable qu'elle a cette attitude. Et là, elle est trop douce, et c'est vrai que le monde, en quelque sorte, il la mange un petit peu. Moi, c'était une séquence, par exemple, dans le premier film qui m'avait vraiment touché. C'est la séquence où Miranda se dévoile à Andy. Andy Sack. Je l'ai appelé Emily, allez. Se dévoile à Andy sans maquillage, sans rien. Je sais pas si vous voyez la séquence où elle annonce son divorce, etc. Si. Et je trouve qu'à ce moment-là, dans le film, ça déteint parce qu'on a vraiment un personnage qui est très, très sévère, très strict, qui laisse passer aucune émotion. Et dans ce moment-là, elle tient encore son personnage, mais il y a quand même une espèce de moment où elle se dévoile. Ça qui est fort dans le premier, c'est que c'est par des petits instants que tu as l'impression que tu peux l'approcher, cette Miranda. Et j'ai l'impression que le 1, moi, m'a tenu en haleine parce qu'à chaque fois, je m'attachais au personnage du coup de Andy et j'avais envie de percer un peu cette carapace. Là où le 2, je sens que c'est une carapace qui est à moitié percée et c'est là où j'ai plus trop d'intérêt, quoi. Là, en fait, les enjeux du 1, c'était l'évolution de Andy Sachs dans le monde de Runway. Or là, dans le 2, l'enjeu, c'est la survie de Runway. Donc déjà, ça développe une idée un peu plus groupe de personnages. Dans le premier, c'est vraiment ce duo Anna Thaoué et Meryl Streep. Et là, dans le 2, c'est vraiment ce quator qui est mis en avant dans la com, mais qui est aussi comme ça qu'est construit le film, quelque part. Et Miranda Presley, finalement, c'est un des 4 personnages principaux, mais c'est pas genre le personnage qui porte le nom du film, puisque c'est elle, le diable. Mais sinon, moi, j'aime bien. Je trouvais ça assez cool à suivre. En fait, c'est comme le 1, c'est pas méchant, c'est pas contraignant comme film, ça m'a fait un petit peu rire. J'aime bien les tenues, j'aime bien le style global du film, mais c'est tout à fait simple à suivre. En fait, c'est un film qui est simple à regarder. Mais comme tu disais pour le premier, en fait, le film est au maximum de ce qu'il peut faire avec le scénario qu'il a, en fait. Donc, tu peux pas faire un meilleur film avec ces histoires et ces archétypes de personnages-là. Bien que, oui, je pense qu'on allait peut-être venir au même point. Dans ce deuxième-là, ils essayent de faire passer un truc genre critique sur la fast fashion et tout au tout début. Mais t'en reparles pas de tout le film, en fait. C'est juste, le sujet existe, mais on va pas le traiter. C'est un peu l'occasion manquée, je trouve. Par rapport au premier, au final, là, la mode, elle est plus autant au centre de l'histoire, et au final, c'est vraiment plus sur la survie justement de Runway et de toute la question un peu presse éditoriale. À la fois, c'est bien parce que du coup, ça permet de pas refaire un 2 identique, et donc il permet d'aborder une histoire assez différente. Mais à la fois, du coup, il manque peut-être un petit peu justement... je pense pour toutes les personnes qui aiment ce film pour vraiment la mode, c'est vrai qu'au final, elle passe vraiment très en second plan, et on la voit juste au moment où il y a un peu l'espèce de gala, et aussi au défilé, et au défilé où au final, c'est plus Lady Gaga qui a toute la vedette que les personnages principaux. Ouais. C'est vrai que quand tu regardes le 2, tu pourrais remplacer la mode par un autre business, ce serait la même chose. C'est un peu la même critique qu'on a avec... je sais pas pourquoi je bifurque sur Aznavour. Non, mais sur Aznavour, c'était un peu ça le truc. Le film sur Aznavour, c'était on te parle d'un chanteur et on voit pas que c'est un chanteur dans le film. Ça pourrait être n'importe qui, un businessman, ça marcherait. Et là, c'est un peu la même critique que j'ai avec Prada 2. De base, c'est quand même un film qui te parle de mode, de tenue, etc. Mais t'es tellement à fond sur comment sauver Runway que tu t'intéresses plus, comme disait Hélène, à la mode en général, quoi. En vrai, niveau tenue, le film, il est généreux, Oui, il est généreux, mais ça te parle pas. Tu vois, moi, des trucs qui m'avaient marqué dans le 1, je sais pas, c'est des micro-choses. C'est genre le moment où Miranda, du coup, casse Andy en lui expliquant tout le côté que... vous n'avez aucun style. Voilà, vous n'avez aucun style. Et même, il explique toute la valeur d'un produit, toute l'histoire d'un produit. Enfin, tu vois, en quelques lignes, on arrive vraiment à sentir l'intérêt pour la mode. Là où le 2... Tu sens qu'elle a quand même gardé ce truc-là du premier. Mais t'as quand même la scène où il va voir Nigel parce que il faut que je refasse ma garde-robe, tu vois. C'est un peu, il était un peu obligé. Et puis même t'as le passage dans le premier où tu vois qu'il y a justement, elle évolue avec justement les habits que lui propose Nigel dans une séquence, etc. Et là t'as ça, mais à la fin, mais c'est juste parce qu'il fallait le faire aussi. Et je crois que j'ai lu qu'en plus ça a été fait au dernier moment, ce truc là, donc ils avaient même pas prévu de le faire à la base, tu vois, là où tu vois qu'ils vont à plein de défilés dans Milan, etc. Oui, moi j'aime bien cette séquence là, c'est juste
c'est un terme que tu utilises beaucoup, mais c'est le montage TikTok. C'est le montage, genre, on enchaîne des séquences, on enchaîne des images avec plein d'informations, mais l'information du film en soi, c'est juste Meryl Streep et Anna Hathaway qui marchent, et l'information du film, l'information de l'image, c'est la tenue. Et par contre, je sais pas si vous vous êtes rendu compte du nombre de plans qu'il y a du dôme de Milan. Non. Il y en a tellement, genre le film, il abuse du dôme de Milan. Non, mais c'est surtout qu'en fait, moi quand je pensais ça, c'est surtout aussi que ça transmet l'idée qu'ils se déplacent, ils vont à plein de défilés et tout. Ça a quand même plus de réflexion que juste faire un montage parce qu'il y a différentes tenues. Non, il y mais a une réflexion supérieure quand même. Oui, mais en même temps, ça développe pas le récit parce que on te dit juste ils assistent à des défilés, mais on te parle pas du contenu des défilés, on te montre juste les tenues de Meryl Streep et d'Anna Hathaway. C'est clair, le dôme de Milan, ça devient presque une sortie touristique, quoi. C'est un film pour te donner envie d'aller à Milan. En fait, c'est très mauvais, mais j'aime bien. C'est très mauvais. Enfin, en tout cas, les seules choses que j'ai pas compris du film, ça reste quand même ces plans sur les buildings ou pour faire des transitions dans les rues de New York. En fait, j'ai pas compris ces plans. En fait, ils étaient là, je trouvais qu'ils étaient mal mis, mal cadré, enfin. Est-ce que ça dynamise pas un petit peu parce que le film, pardon, le récit du truc, enfin, ce que le film raconte, c'est pas très palpitant. Il y a des petits twists. Il y a un twist en milieu de film qui est un petit peu palpitant, mais en soi, ce que le film a à te montrer, c'est des tenues, à quel point les acteurs et actrices sont d'énormes beaux gosses, mais finalement, en matière d'action, le film, il a besoin de dynamiser ça un petit peu, et c'est par ces mouvements là dans les rues où tu commences à filmer un immeuble et d'un coup tu redescends à la rue, tu vois Anna Hathaway qui marche, genre c'est juste histoire d'iconiser, en fait c'est un film d'iconisation. Après je trouve il y a quand même il y a évidemment tout ça un peu en surface et tout, mais il y a quand même des thèmes intéressants qui sont abordés un peu plus en profondeur, tout ce qui est un peu justement l'évolution de la presse avec les réseaux sociaux et aussi la demande des lecteurs qui du coup justement ça doit adapter son contenu pour être de plus en plus attractif, et au final c'est un problème qui touche à la fois à la mode, mais aussi tous les domaines comme le cinéma. Et du coup, ça en est la preuve, parce que justement, ils font des deux pour essayer d'attirer du monde. Et aussi tout ce qui est un petit peu le rachat justement de la presse par de grands mécènes. Et donc, qu'est-ce que ça peut avoir, quelles conséquences ça peut avoir justement aussi sur le contenu qui est proposé. Du coup, je trouve qu'il y a quand même des thèmes intéressants qui sont abordés, qui étaient peut-être pas forcément abordés dans le premier, et aussi tout ce qui est un peu pas condition de travail, mais un peu traitement au travail. C'est vrai que là, Miranda, typiquement, c'est vrai qu'elle peut plus agir comme dans le premier, et notamment une des scènes qui est intéressante, je trouve, dans celui-ci, c'est celle où elle est forcée au final de mettre son manteau toute seule sur le porte-manteau, et on voit que c'est compliqué, alors qu'avant elle le jetait sur le bureau et ça posait pas de soucis. Donc je trouve qu'il y a quand même c'est quand même un film, je trouve, qui s'adapte bien à notre société actuelle et qui traite pas mal de thèmes dessus, je trouve. Moi, j'avais vu une critique par contre sur le film, et que le premier faisait aussi, c'est le personnage donc de Andy, qui en fait dit qu'elle est journaliste, qu'elle a fait des études, qu'elle a gagné des concours. Moi, à aucun moment dans Prada 1 et Prada 2, je vois Andy avoir cette qualité de journaliste, c'est-à-dire d'investiguer un sujet, à chaque fois, j'ai l'impression que sa qualité, c'est juste de prendre un téléphone et de passer plein de coups de fil. Dire ça. Vous voyez un peu ce côté-là, alors que journaliste, c'est pas ça, tu vois. Et je trouve que le film en parle, mais il ne développe pas ce personnage. En tout cas, ses caractéristiques sont sa qualité d'être journaliste, quand même, tu vois. Quand même, au début, on te dit « Ah, c'est bien les articles que vous faites, quand même, et tout », mais c'est vrai que, vraiment concrètement, ce que tu la vois faire de vraiment purement journalistique, c'est d'aller choper les numéros pour faire des interviews. Et du coup, c'est un peu dommage, tu vois, de te présenter un personnage comme ça. Mais pourquoi t'es comme ça ? Pourquoi t'es aussi forte ? T'es une bonne journaliste. Parce que c'est Anna Hathaway. C'est tout. C'est la goutte. Mais voilà, après le film, je pense, s'embête pas à le présenter parce que c'est pas son sujet. Mais je trouve ça un peu dommage. Et je trouve que dans le 2, ils auraient pu trouver un moyen de le montrer un peu plus. Bon, comme tu dis, oui, les articles qu'elle a écrits au sein de Runway, ou même le tout début où elle gagne un prix, ok, tu vois. Mais je trouve que ça change pas parce qu'à la fin de Prada 2, la scène, comment elle sauve les meubles, j'appelle plein de numéros, je connais ce contact-là, voilà. Mais c'est pas faux ce que tu dis par rapport à toutes ces... Enfin, Hélène, c'est pas faux ce que tu dis par rapport aux thématiques qui se poursuivent et qui s'adaptent 20 ans après. Mais finalement, est-ce que tous les films, toutes les suites 20 ans après, cochent pas déjà ces cases-là ? Moi, je pense à Top Gun 2, tu vois, qui a ce même enjeu de dire, voilà, c'est la suite 30 ans après, qu'est-ce qui a changé ? Et en fait, c'est à partir de ce qui a changé qu'on va construire du film. Et finalement, c'est vrai que c'est ce que fait Le Diable 2, c'est qu'est-ce qui a changé chez Runway, c'est qu'aujourd'hui,
tout se fait en digital et tout le contenu journalistique est consommé et laissé de côté très très vite. C'est assez sympa à suivre, mais c'est vrai que le film, est-ce qu'il creuse tant que ça la question ? Je suis pas tout à fait sûr. Et par rapport aux occasions manquées, c'est vrai que voilà, les personnages n'ont jamais été, mais comme dans le premier, ils n'ont pas non plus une personnalité des plus fouillis. Non, mais le 2 quand même parvient aussi un peu à finaliser certains arcs. L'arc de Nigel, qui est assez cool, c'est que le mec est pas du tout reconnu pour sa valeur, et le 2, bon, enfin on a un peu cette reconnaissance de Miranda, ce qui est cool, donc il y a certains arcs qui sont assez cool. L'arc d'Emily aussi, c'est ensemble une espèce d'antagoniste dans le 2, bon c'est sympa quoi, il y a plein de bonnes idées. Mais c'est vrai que comme tu le disais, Prada, j'ai l'impression que c'est le genre de film un peu assez lisse, grand public, qui a pas forcément creusé certaines caractéristiques des personnages ou plein d'autres choses. Est-ce qu'on peut dire que c'est ok, peut-être ? Du côté d'Emily, je t'avoue que le personnage de son mari m'a fait chier. Oh non Ouais, bah non, c'est intéressant parce que comme disait Hélène, ça revient un peu sur ce côté, les nouveaux mécènes, c'est les nouveaux milliardaires, millionnaires qui ont peut-être rien à faire de l'art en soi. Oui, mais c'est la façon dont Justin Theroux le joue en fait. Ah. Et là, je vais faire un rapprochement de ouf avec Beetlejuice, où il tenait exactement le même rôle. Ah mais oui. Et voilà, donc ce mec, il est là pour faire des maris de films dans 20-30 ans après, et qui sont totalement horribles et qui s'accaparent le film pour rien, pour être drôle alors qu'il n'est pas drôle. Voilà. Je trouve de manière générale, à part du coup Nigel, c'est... À part Nigel. Nigel, pardon. Où là, vraiment, en personnage masculin, il est vraiment très intéressant. C'est vrai, je trouve globalement... Enfin, en tout cas, surtout par rapport au copain de Emily. Non, pas d'Emily, de... Andy. Andy. Oui. Je trouve il sert à rien. Et surtout, c'est... Enfin, par exemple, par rapport au premier, je trouve que son ex-petit copain, c'était un personnage quand même intéressant parce qu'il lui permettait un peu de prendre du recul et de voir au final comment elle avait pu évoluer et évoluer aussi en s'éloignant de ses valeurs et de ses principes. Alors que là, je trouve que c'est vraiment un personnage qui sert à rien et qui donne juste... qui permet juste de dire que... parce qu'à la fin du film, finalement, Andy, elle a tout réussi. Et donc, pour tout réussir vraiment, entièrement, il lui faut un homme dans sa vie. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu pénible parce qu'au final, il aurait... Enfin, je trouve qu'il sert vraiment juste à ça. Parce que leur rencontre, elle pop de nulle part et... Enfin, voilà. C'est quoi ses traits de caractère ? À lui ? Ouais. Bon, il vend est des gentil. baraques. Ouais. Il est à l'écoute. Oui. C'est un Australien. Ok, oui. Enfin... oui, voilà. Mais c'est vrai qu'il a aucune utilité. C'est vrai que dans le premier, son ex-copain, ça permettait au moins d'avoir ce regard critique qu'on peut avoir nous en tant que spectateur vis-à-vis de son évolution. Donc c'était hyper intéressant. C'est vrai qu'il il est beau gosse et il vend des bâtiments. Et puis même le mari de Miranda. Ah, Kenneth Branagh. Il est quand même joué par Kenneth Branagh, quoi. Moi, j'ai jamais compris. C'est même pas dit explicitement que c'est son mari. Enfin, ouais, ou son homme actuel, je sais pas. Ouais, ça ressemblait presque à son compagnon, mais trop jeune pour elle. Après, lui, je trouve, pour le coup, je le trouve plus intéressant justement que le copain d'Andy, parce que je trouve qu'il humanise vachement Miranda. Ouais. Et il permet vraiment de un peu lui remettre les pieds sur terre et un peu de dédramatiser. Alors que celui d'Andy, non. Il sert. Il disparaît, quoi. Voilà. Parce qu'il se barre. Il est juste là pour dire je suis australien, je vais faire une vanne avec Hugh Jackman. Ouais. Vraiment, quoi. On te montre même pas. Oui. Oui, quand il dit ça, j'étais super en mode traîne-nous Hugh Jackman. Et non. Bon. Vous avez des choses à rajouter, les amis ? C'est un moment C'est chouette. qui est agréable, quand même. Non, sinon, dernière peut-être petite remarque. Moi, j'ai vu passer de nouveau une autre critique du film qui parle justement de la représentation de l'assistante de Andy, dont j'ai oublié le nom. Et qui en gros, dans le premier film, Andy avait beau être l'assistante de Miranda, elle avait quand même une espèce de culot, un truc qui faisait qu'elle était elle-même. Et en fait, dans Prada 2, son assistante est du coup d'origine asiatique. Et j'ai vu beaucoup de critiques passer comme quoi on représentait un peu cette minorité comme une espèce de minorité très docile, très gentille. Quand on regarde ce personnage, c'est une espèce de geek qui est très intelligent, qui connaît plein de choses, mais qui n'a pas confiance en elle. Et j'ai vu beaucoup de critiques comme quoi, les gens avaient un peu assez que ça soit toujours la même représentation des minorités dans les films. Et c'est vrai que du coup, dans Prada 1, Prada 2, il y a un peu ce côté où on s'intéresse à des personnages femmes blanches, mais on va jamais forcément mettre en valeur d'autres minorités. Là, je trouvais ça un peu dommage qu'en fait on soit quand même en 2026 et que les seules minorités dans le film, c'est des assistantes qui n'ont pas forcément de vraie caractérisation, qui n'ont pas vraiment d'épaisseur en fait. Et voilà, j'avais vu passer notamment sur l'assistante de Andy. Donc bon, dommage quoi. Et ça rejoint un peu le côté, comme on disait, le film reste lisse et en même temps, t'as pas l'impression que le film est de 2026 sur certains points.
je trouve. Il est sans risque. Voilà, c'est ça. Il est tatillon sur plein de choses. Il te parle vite fait de speed fashion, Fast fashion. fast fashion. Oh là là. Il parle un peu de body positive, mais bon, dans le film, Mais voilà, c'est voilà, tu vois. c'est effleuré gentiment avec Beaucoup de délicatesse. non, Non, ça, justement. avec beaucoup de prudence. Hmm. Voilà, on sait que ça existe, mais on va pas rentrer dans l'art, on va pas fâcher. Mais c'est un film qui fâche pas. Voilà, c'est un film qui fâche tellement pas parce que pour un budget de 100 millions de dollars, j'avoue, j'ai passé sur les chiffres, je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Non, non. 100 millions de dollars. Oui. Oh. Donc pour un budget de 100 millions de dollars, il est actuellement à 247 millions mondial au moment où on enregistre, donc 91 aux États-Unis. Et pour la première semaine en France, qui était celle du 29 avril au 5 mai, il a fait 1 032 555 entrées. C'était le premier des nouvelles sorties de la semaine, bien évidemment, mais le deuxième du box-office derrière Michael qui cartonne toujours autant. T'es allé voir Michael, Hélène? Ouais. T'en as pensé quoi? Bah, j'ai bien aimé. Ah, Michael est pour nous. Non, bah après, il est. Oui, là, pour le coup, c'est très lisse. Et, Ah, c'est même plus lisse, là, c'est oui, une pente glissante, oui, quoi. oui, C'est... oui. Ah, ouais, ouais. Ok. Mais. Enfin, j'ai été le voir en famille. Au départ, c'est vrai que je comptais pas forcément aller le voir. Mais enfin, on passe un bon moment. Et c'est vrai qu'il y a les bas, il y a ces grands morceaux. Et voilà, mais c'est vrai que c'est un peu. Bah, tu ressors, tu es un peu en mode. c'est lisse. Oui, voilà. C'est. Plus qu'une page wiki. Oui. Allez les amis, on va passer aux critiques suivantes. Jérém, t'as essayé d'aller voir Die My Love, je crois. J'ai essayé, en effet. J'ai vu Mais- que t'avais vu tous les Hunger Games, c'est dommage. Oui, du coup, je me suis rattrapé avec d'autres films de Jennifer Lawrence à la place. Mais du coup, Die My Love, en vrai, j'ai l'impression, genre, Robert Pattinson et Jennifer Lawrence, quand même, genre, waouh, le casting. Mais vraiment, le film, il m'est passé sous le nez, genre, rien à faire. Bah, en fait, le film a beaucoup divisé, il est surtout beaucoup détesté, que ce soit par la critique ou les spectateurs. Et en fait, tout le film, Lini Ramsey, la réalisatrice, c'est une réalisatrice qui avait réalisé donc We Need to Talk About Kevin. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Elle avait réalisé aussi un film avec Joaquin Phoenix, je sais plus très bien le titre. Bref, mais c'est une réalisatrice qui s'intéresse beaucoup à la souffrance des femmes. Voilà. Et en fait, dans ce film de Die My Love, on a du coup cette Jennifer Lawrence que je reconnais un peu. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec Mother de Aronofsky, dans laquelle elle joue vraiment une femme, en fait, mère qui est à bout, hein, qui est poussée. Ah, tu l'as pas vu, toi? Mais non, mais tu sais très bien que j'aime pas ce film. Ah, c'était ce film. Ah, c'est avec Jennifer Lawrence aussi d'ailleurs. J'adore Mother. Mais du coup, dedans, c'est un peu le même personnage que dans Die My Love. C'est Jennifer Lawrence, je sens qu'elle aime beaucoup, enfin, ils aiment beaucoup la caster dans des rôles de mère un peu désabusés qui pètent des câbles. Mais je trouve que dans Die My Love, dès le début du film, en fait, pendant tout le film, ce que vous allez voir, c'est une Jennifer Lawrence qui en a plus rien à faire, qui a aucune barrière, qui a aucune limite, qui est en pleine dépression postpartum et qui en fait est malheureusement qui est cinglée, quoi, en fait, qui est cinglée. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, ce qui a pu dérouter les autres spectateurs, c'est qu'il n'y a aucune ligne directrice. C'est qu'en fait, on passe d'un moment où en fait, tout le film est une succession de moments où Jennifer Lawrence pète un câble et fait du n'importe quoi. Et en fait, moi ça m'a plu. Moi, j'aime bien ce genre de film, parce qu'à travers tous ces moments un peu désarticulés, un peu qui veulent rien dire, qui n'ont aucune signification réelle, il y a quand même une espèce de poésie qui essaye un peu de raconter la réalisatrice. Et dans We Need to Talk About Kevin, c'était un peu ça, hein. We Need to Talk About Kevin, ça parlait du rapport de Tilda Swinton, qui est interprétée par Tilda Swinton, avec son fils, qui n'arrivait pas à créer le lien avec son fils, qui était joué par Ezra Miller. Et ça essaie de te montrer un peu, d'une certaine manière, comment on peut essayer de trouver du lien avec une relation aussi toxique que leur relation à eux. Et donc Die My Love, c'est la même chose, c'est Robert Pattinson et Jennifer Lawrence qui sont complètement dans un couple mais horrible, genre très toxique, très, très, très passionnel, mais très fou. Et on voit simplement comment peut vivre une femme, comment elle peut vivre une expérience comme ça. Et in fine, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, en fait. C'est compliqué à expliquer, en fait. C'est un film qui joue beaucoup sur la chorégraphie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque de Cannes, il y avait eu pas mal de reels, de contenu qui parlaient du fait que le film était vraiment très chorégraphié, qu'on voyait plein de séquences, on voyait Jennifer Lawrence et Pattinson à poil en train de jouer à des animaux sauvages dans la nature. Donc en fait, tout le film se base énormément sur une chorégraphie des corps qui peut plaire ou déplaire. Il y a énormément de nudité dans le film, énormément de simulation d'actes sexuels, donc ça peut vraiment dérouter, hein, je peux comprendre. Mais tout le concept du film, c'est ça, quoi. Ouais, c'est vraiment ce dont j'ai entendu parler, c'est la nudité vraiment au cœur du film. C'est ça, exactement. Il y a un truc très crasseux, hein, c'est un couple qui habite dans une vieille maison paumée dans un état vraiment abandonné des États-Unis, donc il y a un truc un peu niveau même mise en scène, c'est que
Au son, il y a toujours une espèce de son de mouche. Il y a des mouches à l'écran, tout est un peu crade. Moi, j'adore le caméo de Sissy Spacek dedans, qui joue la mère de Robert Pattinson. Et c'est un personnage aussi qui est tout aussi fou que Jennifer Lawrence. Bref, mais que dire d'autre à part que si vous allez voir Die My Love, vous êtes préparé à avoir une succession de choses qui n'ont pas forcément de cohérence. Mais après, c'est à vous de voir si vous trouvez ça beau ou pas. Je suis plutôt le genre de mec au cinéma qui aime bien voir des relations toxiques. Pas dans la vraie vie, mais au cinéma, ouais. C'est pas le même prisme. Dedans, il y a quelque chose qui est assez fascinant, je dirais, mais qui est déroutant. Ok. Est-ce que c'est Twilight gone wrong ou pas? Un peu. Je pense à ça depuis tout à l'heure, il faut que je la sorte. Moi, j'essaie de le rapprocher plus des films genre de réalisateurs comme Harmony Korine, Larry Clark. Vraiment des trucs, des gens qui aiment bien vraiment travailler la crasse, quoi. Voilà, quelque chose de très déroutant. Moi, c'est le what if si Twilight c'était parti en couille. Mais le film dont tu parles avec Joaquin Phoenix, je m'en souviens très bien, je l'ai pas vu, mais en français il s'appelle A Beautiful Day, mais son nom original c'était You Were Never Really Here. Et sur l'affiche il y a écrit le taxi driver du 21e siècle. Et je me souviens que tout le monde était en mode waouh, un truc incroyable, en fait, pas du tout. En fait, j'ai l'impression que tous ces films ils ont un peu bidé, parce que We Need to Talk About Kevin. Il a aussi beaucoup de détracteurs, donc à voir si vous êtes favorable à son cinéma. Je peux comprendre que les gens n'aiment pas parce qu'il n'y a pas vraiment de sens. En fait, c'est ça qui est compliqué dans son film. Mais bon, les deux sont géniaux. Ils jouent parfaitement bien. Il y a une espèce de cohésion à l'écran qui se voit, donc c'est super cool de les voir jouer ensemble. Mais après, je pense que c'est un film qui peut vite être oubliable. Ok. What is love? Est-ce que l'amour par Laure Calamy, c'est un peu plus mimes que l'amour par Jennifer Lawrence? Bah, c'est une comédie, donc c'est déjà mieux. Déjà, c'est plus drôle, quoi. Oui. Donc, non, c'est quoi l'amour? Un film de Fabien Gorgeard. J'ai pas envie de matraquer son nom, mais voilà. Ce sera pas la première fois dans DCP. Film qui fait après La Vraie Famille, qui était vraiment une petite... Ah, c'est le même réal? Oui. Mais il faut que j'y aille alors. Bah oui, parce que déjà, je vais te le conseiller, c'est quoi l'amour? Mais La Vraie Famille... vraiment peu de claques mises à l'époque, vraiment, un film vraiment honnête. J'ai failli chialer à la fin les 2 fois que je l'ai vu. Je me suis dit, faut que je suive la carrière de ce mec. Et donc là, il te sort une comédie avec Laure Calamy, Vincent Macaigne, Mélanie Thierry. Exactement. Et pourtant, ça parle d'un truc tout bête, d'un mec qui veut annuler son mariage avec sa première femme pour pouvoir à l'église pour pouvoir épouser sa nouvelle compagne. Et tu te dis, bon, bah, tu amènes quoi avec ça? Et au final, c'est vraiment très drôle. Et ça pose plein de questions, donc c'est pas pour rien que le film s'appelle C'est quoi l'amour? Il pose plein de questions sur les différents types d'amour, que ce soit l'amour entre un homme et une femme, que ce soit l'amour familial, que ce soit avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir. Mais c'est aussi un bon film sur le mensonge, je trouve également, sur est-ce que mens-tu à la personne que tu aimes. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de sincérité, encore une fois, comme dans La Vraie Famille, dans tout ce qui est développé, ça le fait de manière très honnête. Et je trouve qu'il arrive aussi très bien à aérer son cadre. C'est-à-dire qu'il va laisser filer les plans, quitte à choper des trucs que tu peux voir que si tu te concentres sur une partie de l'image. Un peu comme se faisait à l'époque Jacques Tati. Mais bon, on est très loin du niveau de Tati, mais dans ce style-là. Je me souviens notamment d'un plan qui t'as les 4 personnages vraiment en ligne. Et donc du coup, la caméra elle a un peu de biais, et donc tu vois les 4 personnages. Et c'est le personnage au premier plan qui parle, mais tu vois en fait toutes les réactions des autres personnages, et si tu te concentres sur les autres personnages, tu vois leurs réactions, et tu vois que ça rigole, tu vois. Et si tu te concentres sur certains personnages, tu peux voir leurs réactions, et du coup ça amène de la profondeur aux personnages également. Donc vraiment, il y a vraiment une sincérité et une honnêteté dans le film, comme dans La Vraie Famille. Ce mec est très fort pour ça. Ok, tu me le vends bien là. Souvent j'ai l'impression que Macaigne et Calamy, ils aiment beaucoup faire des films qui parlent d'amour. Macaigne, il avait quand même eu ce truc-là dans plein de films où c'était souvent des questions un peu poétiques sur l'amour, non? C'était quoi le film qu'il avait fait déjà? Voilà, il a la poupée là en ce moment, mais sinon, j'ai pas d'autres films qui me viennent avec Macaigne. Mais non, mais c'est cool, ça donne envie en tout cas. Non, mais c'est vraiment très drôle, et il y a une scène de beuverie, mais qui m'a fait très marrer. Voilà. Ok. Une beuverie en fun, voilà, je tiens à préciser. Chronique d'une liaison passagère avec Macaigne, je crois. Je sais pas, mec, il a joué dans trop de films là, en fait. C'est très difficile pour moi de retrouver un film précis avec lui parce que je crois pas en avoir vu. Ah, il était dans L'Origine du Monde. J'ai pas vu. De Laurent Lafitte, mais bon, je l'ai Non, je pensais à la chronique d'une liaison passagère
où jouait dedans aussi un personnage un peu amoureux qui se questionnait sur tout. Enfin, Macken, c'est souvent ça. Il avait joué pour Guillaume Braque aussi, Un monde sans femme, avec Laure Calamy. C'est pour ça que je suis content de revoir ce duo, parce que je crois qu'ils ont déjà joué ensemble, donc déjà dans ce film de Braque. Et bien évidemment, je le mentionne, enfin, pour moi ça me paraît évident, et tellement évident que je le mentionne pas, énorme performance des acteurs, et notamment Laure Calamy en tête, hein, vraiment. Ah ouais. Elle est hilarante. Mais... Ok. Maintenant, place à l'horreur. Fred, Okoum. Okoum. Du coup, je suis allé voir Okoum. J'ai été très curieux de voir ce film parce que l'affiche me montrait Adam Scott, qu'on a pu voir jouer dans Sévrance, avec un espèce de lapin derrière lui. Ça m'a direct fait penser à, je sais pas si vous voyez la séquence dans Shining de l'homme en costume d'ours avec l'homme d'affaires dans la chambre. Ah, c'est un costume de chien ou c'est un costume d'ours? Alors moi, je pensais que c'était un lapin justement, donc c'est pour ça que je voulais faire le lien avec Okoum. J'ai cherché sur internet, c'est un costume d'ours. Ok. Bref, du coup, j'ai vu ce truc. J'ai repensé aussi à Denis Darko, qui a une ambiance assez particulière. Et quand je vois la fiche d'Okoum, je me dis waouh, c'est un film qui a peut-être parlé un peu. Alors, on est dans cette ambiance-là en ce moment, mais de tout ce qui est Lost Media, creepypasta, un peu des trucs d'internet, parce que ce lapin-là, il ressemble exactement à des petits trucs un peu comme ça, quoi. Donc, je vais voir ce film-là. Et en fait, je me rends compte que ça n'a rien à voir. C'est un film qui, ce lapin, apparaît sur l'affiche, mais dans le film, il apparaît genre 2 minutes, quoi. C'est pas un film plutôt sur le folklore irlandais et tout? Exactement. Et tout, en fait, dans ce vu. film-là, vous suivez donc Adam Scott qui joue un auteur qui s'appelle Home Bowman, qui est un auteur qui part en fait en Irlande dans un hôtel pour disperser les cendres de ses parents, parce que sa mère est déjà partie dans cet hôtel-là. Il veut lui rendre hommage. Et on comprend que cet auteur, il est très torturé par son passé, puisque dans son passé, il a perdu ses 2 parents pour des raisons dont je ne vais pas révéler ce qui s'est passé, comme ça je vous spoile pas. Et du coup, il va dans cet hôtel-là pour faire ce deuil-là et en même temps écrire. Et dans cet hôtel-là, on lui explique qu'il y a une espèce de sorcière, donc effectivement, comme tu dis, du folklore un peu irlandais, qui hante une suite de l'hôtel qui est condamnée. C'est-à-dire que personne ne peut aller dans la suite de l'hôtel. Et donc, à partir de ça, il va y avoir une espèce de quête de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette chambre, etc. Moi, ce que j'ai plutôt apprécié dans le film, c'est vraiment à partir du moment où vous avez le personnage qui rentre dans cette suite et qu'il y a un enchaînement de mise en scène qui sont assez bien faites. Hein. Tout est un peu joué sur le sombre, comme n'importe quel film d'horreur, mais là je trouve que c'est assez bien fait. Dans la chambre, il y a une espèce d'ascenseur qu'on appelle, ça s'appelle un monte-plat. Vous voyez les sortes de petits ascenseurs dans les chambres d'hôtel où on fait monter des plats. Il y a tout un truc qui est joué avec cet ascenseur qui marche super bien. Je trouve qu'il y a plein de bonnes idées. Maintenant, à côté, je trouve que Okoum, ça reste vraiment le genre de film un peu flemmard sur le scénario. C'est-à-dire que je trouve que tout ce qui se passe dans le film, c'est une succession d'idées, d'éléments qui sont révélés, mais qui sont un peu révélés d'une manière flemmarde, quoi. C'est-à-dire que tu as un personnage qui va être capturé, enfermé, qui va finalement se libérer, rejoindre l'autre. Enfin, je trouve que tout ce qui arrive, ça arrive un peu par miracle. Et je trouve que sur le scénario, il n'y a aucune volonté de mieux expliquer les choses, qu'il y ait une meilleure succession de séquences. Maintenant, pour le reste, écoutez, non, ça fonctionne bien, mais je trouve que c'est... Et ça, c'est marrant, j'ai un peu cette impression là sur les mauvais films d'horreur. Quand je vois un mauvais film d'horreur, j'ai l'impression que ce serait un film qui serait mieux à jouer. Je sais pas si vous voyez, c'est un film, quand je le regarde... t'as envie d'avoir la manette en main, quoi. Exactement. C'est-à-dire que dans le jeu, dans le film, il y a plein de moments où le personnage doit aller dans un endroit, récupérer tel objet, nanana, et en fait, c'est juste en mode, mais donnez-moi une manette, en fait. Je préfère jouer à un jeu vidéo. Parce qu'un jeu vidéo, je pense qu'on accepte que le scénario, même si depuis maintenant le jeu vidéo, on a quand même eu des jeux vidéo qui sont incroyables, qui ont des scénarios, mais genre fous, quoi. Et j'ai l'impression que quand t'as un mauvais film mal écrit, t'as envie que ça soit du coup un bon jeu d'horreur, en fait. Bah, ça veut dire que l'ambiance fonctionne. Si t'as quand même l'ambiance fonctionne. Prendre une manette, ça veut dire que oui, l'ambiance l'ambiance fonctionne. Adam Scott est génial. Je trouve que par contre, mettre Adam Scott dans un film d'horreur, c'est super cool, parce que Sévrance, il y avait déjà cet aspect-là, un peu un personnage pris au piège, qui peut rien faire, et je trouve que là, ça marche super bien. Et quand je reviens sur le truc du monde plat, je trouve que c'est le point central du film, c'est le monde plat. Je pense que l'affiche, à la limite, ils auraient dû mettre en avant ce décor-là du film, parce que c'est sur ça que tout se joue. Alors que le lapin, vraiment, je vous le dis, il apparaît 2 minutes, parce que c'est un trauma d'enfance du personnage, quoi. Mais surtout, le design, moi, m'a fait plus marrer qu'autre chose. Il fait marrer, et en même temps, il est un peu déroutant, quand même. En contexte, je sais pas, moi, j'ai vu la bande-annonce, je t'avoue que les monstres, je crois qu'il y en a plusieurs, hein, ce que j'ai compris. En gros, dedans, t'as juste le lapin qui apparaît rapidement, et sinon, t'as la sorcière de l'hôtel. Il doit y avoir des deux dans la bande-annonce, les deux, j'étais un peu en mode, hors contexte, ça me fait rire quand même, tu vois. Non, mais clairement. Ils sont un peu pathétiques, quoi. Non. Clairement. Mais en tout cas, voilà, c'est cool à voir. Je trouve que les très bons films d'horreur qui utilisent leur décor, c'est super cool. Donc là, sur ce point-là, ils cochent le truc. Mais après, niveau scénario, je trouve ça trop dommage. Je trouve que c'est trop flemmard, c'est trop facile, en fait. Tant pis. Moi, c'est toujours ma réaction quand vous dites que vous aimez pas des films. Tant pis. Tant pis, ça arrive. c'est la vie. Mais bon. C'est...
il y a des films qu'on ne voit pas. Enfin, zut. Il y a des films qu'on voit et tant pis, et il y a des films qu'on ne voit pas et zut alors. Voilà, Alors. on arrive à ce Ah oui, pourquoi- pardon, ouais, vas-y. Il va falloir avouer quelque chose, les amis. Nous l'avons tous fait. Je peux pas. Nous avons fait genre qu'on avait vu un film alors que non. On a tous émis un avis sur un film qu'on n'a pas vu. On a tous été de très malhonnêtes critiques. Ah non, moi j'assume totalement à chaque fois. Tais-toi. Aujourd'hui, c'est ce que vous allez devoir refaire. Parce que vous l'avez tous fait au moins une fois. Je vous ai demandé des films cultes que vous n'avez pas vus. Et vous allez prendre un chacun et vous allez faire une critique de 2 minutes sur le film. Donc il va falloir être constructif. Il va falloir puiser dans des éléments que vous connaissez déjà du film sans l'avoir réellement vu. Le but, c'est de nous faire croire que vous avez vu le film. Donc voilà la raison de pourquoi tu nous as demandé quel classique on n'avait pas vu. Voilà. Ok. Moi, je connais cet éternel gars qui me dit ouais, non, mais j'ai pas vu Shining, mais j'en ai tellement entendu parler que j'ai déjà l'impression de l'avoir vu. Julien avec Titanic. Voilà. Donc Fred, par exemple, tu m'as cité Memento, Pretty Woman, Old Boy, Top Gun, Tous hommes en colère. Hélène, tu m'as dit Interstellar, 2001, Schindler. Jérém, Le Bon, la Brute et le Truand, 2001 aussi. Bref, il va falloir vous jeter à l'eau, les amis. Alors, qui se sent prêt Moi, juste, si tu veux, je commence à aller. Ah, Alors, par contre, faut que je me mette en condition, excusez-moi, parce que là, faut que je prenne ma position du connard signifié qui va réfléchir intensément. Alors, Jérémy, quel film n'as-tu pas vu? Ah, il y en a énormément que j'en ai pas vu. Mais quel vas-tu parler? Bah, je sais pas, je croyais que t'allais nous l'imposer, moi. Ah bah non, tu m'as donné une sélection. Impose-lui. Ah non, impose-le-moi, s'il te plaît, impose-le-moi. Impose-lui. Au pire, on lui dit de critiquer. Bah 2001, hein, franchement, Allez, c'est génial 2001. Fais-nous Allez. une critique constructive de 2001. Ça va être dur. Vu que je savais que ça allait être. Inconsciemment, je voulais que ce soit ça, tu vois. Allez, Inconsciemment, je vas-y. voulais que ce soit ce film-là. Bon, du coup, t'as vu 2001 hier à la Filmothèque Ouais. du quartier latin parce qu'il passe tout le temps. Ouais. T'en as pensé quoi? T'as kiffé? Exceptionnel, mec. Vraiment. Genre, Kubrick, c'est un auteur de génie, je pense que. Bon, il a pas démérité, quoi. Non, non, vraiment 2001, genre j'ai plané, mais comme jamais. Pourtant, j'avais pas pris de joint. Référence à Owen. T'en as pensé quoi du bébé? Franchement, c'est la meilleure métaphore que j'ai jamais vue de tout le cinéma. Genre vraiment, le mec, il te fait un cut, tu passes du passé au futur lointain. C'est genre exceptionnel. Genre même le fait de mettre une entracte, quoi, c'est vraiment révolutionnaire dans le sens où il la met genre parfaitement. Genre, vraiment, tous ces plans, ils sont genre composés comme il faut. Tu t'ennuies jamais, genre c'est vraiment un film. Mais il se passe quoi du coup? planant. Parce que du coup, je. Non mais c'est trop ésotérique pour toi, mec. Genre vraiment. Comment tu analyserais cette histoire de monolithe? Parce que j'ai pas compris, moi, en fait. J'ai pas compris, à un moment, le monolithe, il est là. Puis il y a des puis après- singes. Puis il est sur la lune. Ouais. Puis il est au milieu des singes. Comment t'analyses ça? Mec, c'est juste la présence de l'humanité partout en fait. Ah, pourtant, j'avais pas compris ça comme ça. Ah Genre, ouais. tu vois, on va même dans l'espace, donc c'est pour ça. Et on n'a pas attendu 2000 ans pour le faire. Genre, j'aime beaucoup le rôle que je suis en train de jouer. Ah ouais, non, je sens J'aime que tu prends beaucoup beaucoup de aussi. plaisir. Mais du coup, t'en as pensé quoi de la fin du film? Parce que la fin, elle a quand même marqué beaucoup de générations. Ouais, mais je t'ai dit, c'est la meilleure métaphore, quoi. Ah. Vraiment. Genre, la naissance d'un nouveau monde. En fait, c'est tellement complexe que t'as rien compris. Non, parce que tu fais ta propre interprétation, mec. Mais c'est C'est quoi ton pour ça. interprétation? Mon interprétation. Waouh. Non, c'est trop deep. Merci, Jérémy. Si, Genre, je crois que ça se voit que je l'ai pas vu. Pour l'anecdote, moi j'étais parti voir 2001 avec Owen. Oui. Et donc, pour l'anecdote, Pour l'anecdote, du coup, avec Owen, on avait décidé d'aller le voir à la Filmo, je sais plus dans quel film Ouais. du cinéma du quartier latin. Et on s'est dit, mais mec, à Skip, c'est un trip, le film et tout. Viens, on fume un truc avant, quoi. On mange un sandwich. On mange un sandwich. Hein. Donc on mange tous les deux. Alors que moi et Owen, on n'a pas du tout l'habitude de manger des sandwichs quand même. Enfin, on n'est pas des gros consommateurs de sandwichs. voilà. Donc, Oh, tu rames tellement. Hein? Il y a 2 jours, t'as mangé un sandwich. Quoi? Il y a 2 jours, j'ai mangé un sandwich. Non, non, Ah, non, mais elle- Ah, non, oui, il y a mangé un sandwich et manger un sandwich. Elle a vraiment compris. Ah merde. Ok, bon. Non, Attends, non, non. Fred, Oublie. t'en manges tous les jours, bonjour, qu'est-ce que je comprends pas. Ok, ok. Non, oui, du coup, ouais. De toute façon, il suffit de regarder ses yeux pour comprendre qu'il mange des sandwichs tous les jours. Donc bref, on mange un sandwich et en fait j'ai juste passé un mauvais moment. On avait marre. J'étais genre déjà j'avais pas l'effet du sandwich. Et surtout. Mais c'est le film, le sandwich, c'est le film. Ah mais le film sandwich, était quoi. chiant, je te jure. J'aimerais bien le revoir. Je le regarderai, c'est sûr. Hein. Mais j'ai pas compris. Le film est très beau. Pour le coup, Ouais. c'est ce qu'on dit tout le temps de Kubrick, c'est tous ses films parce que le film il date de quand? 68.
68, le film, t'as l'impression que c'est un film de 2020. Enfin, genre, c'est hyper beau, il y a plein de trucs hyper intéressants, mais le coup du bébé, moi, ça m'a achevé. Bon. Et Fred. Alors, Fred, tu n'as pas vu Memento, Pretty Woman, Old Boy, Top Gun, 12 hommes en colère. J'ai envie de le voir sur Top Gun, moi, je sais pas. Ah ouais, sur Top Gun. Allez, Tu te vas-y. sens de critiquer Top Gun comme ça Ouais. Allez. Alors, Top Gun, t'as vu Maverick? Ouais, j'ai vu Maverick. Ah. Et du coup, Et avant ça, t'es allé voir Top Gun Voilà, premier ça, du nom. c'est ça exactement. En fait, quand je suis allé voir Maverick, je me suis dit, bah, je vais voir Top Gun le premier. Bah écoutez, je trouve que Top Gun, c'est vraiment le film qui montre à quel point Tom Cruise, c'est un grand acteur. Je trouve que c'est un film qui met bien en valeur sa personnage. En fait, je pense que s'il n'y avait pas eu Top Gun dans la carrière de Tom Cruise ne serait pas là où il est. Je pense que Top Gun est vraiment ce genre de film qui l'a lancé. C'est un peu son socle, sa stabilité dans sa carrière, quoi. Moi, Top Gun, je trouve que c'est un film bon. Alors, à le revoir à l'aube de 2020, je trouve que c'est quand même un film qui est un peu vieilli, c'est un film des années 80, ça respire les années 80, les musiques des années 80, c'est un peu macho sur certains bords, mais bon, est-ce qu'on peut lui pardonner ça? Parce que tous les films des années 80, c'est un peu ça, hein. Donc non, voilà, je trouve que c'est un film génial, je trouve qu'on n'a jamais vu Tom Cruise aussi beau, aussi fort, aussi musclé, aussi... Alors qu'en vrai, ce qui est drôle, c'est qu'avec Tom Cruise, quand même, il part d'un... Moi, je l'avais vu dans des films un peu avant, par exemple Coppola, tout le monde oublie qu'il a joué dans le film de Coppola, j'ai oublié le nom, bref, et en fait, Tom Cruise, il a quand même une mauvaise gueule de base, hein. C'est pas un si beau type que ça. Je trouve que Top Gun lui a redonné un soleil dans le visage, quoi, c'est quelque chose de génial. Et puis, bah, les avions. Parce que Ah, je me demandais si t'avais aimé la scène de karaoké, moi, mais. Ah bah oui, karaoké. Bah celle-là, je trouve qu'elle est assez drôle dans le film parce qu'elle est assez légère par rapport à ce qui est dit dans Top Gun. Genre Top Gun, c'est quand même... c'est hyper... c'est une grosse pression quand même, le but du film, enfin l'objectif de Tom Cruise. Il l'a pas vu. Là, t'es cramé. Je trouve que le karaoké, ça... C'est un peu léger, puis ce moment-là, en plus, la meuf dedans, waouh. Non, mais c'est génial Top Gun parce que le film n'a aucun enjeu et vraiment il reste 20 minutes de film, le film il balance un enjeu en mode les gars, faut sauver le monde. Du coup là t'es cramé. Ah mais c'est ce que j'étais en train de dire. Surtout, je crois qu'il n'y a pas de scène de karaoké dans Top Gun, c'est pour ça que je Ça me dis ça. T'es un bâtard, mec. Ah oui, c'est pour ça que je te dis ça. Bon, merci Fred. Tu as essayé. Non, mais attends, il voulait parler des avions, laisse-le parler des navires. Oui, les avions. Ah oui. Les avions. Les avions. J'ai jamais vu un film aussi beau qui met en scène un avion aussi majestueux. Je pense que un film où j'ai vraiment trouvé ça super impressionnant, c'est Transformers. Et alors, Top Gun. Attends, pourtant tu as vu Maman j'ai raté l'avion. Non merde. Non, t'as vu Air Force One, toi? Non. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ouais. Ah, Bah, la blague du café putain, un peu dans l'avion, mais dans Top Gun, mais elle est décuplée cette blague. Je sais pas très bien dans Top Gun, c'est quoi? C'est dire, vous voulez un café avec de la crème? Il dit non. Ouais, je le mets genre. Voilà. Hélène, est-ce que tu te sens prête? Oui. Hélène, tu m'avais dit Interstellar. Bon, 2001, on l'a fait du coup. Ouais. Schindler, tu m'as dit aussi Whiplash. N'oublie jamais Black Swan. Sur quoi tu te sentirais un petit peu de... Non, venons, on choisit. Vas-y, Fred, parce que moi j'ai choisi pour toi, on y a choisi pour moi. Moi, je verrais bien Hélène parler de Black Swan. Black Swan? Ok. Allez. Ok. Bah du coup déjà c'est un film que j'ai beaucoup aimé et pour différentes raisons parce que déjà notamment ça aborde les arts et tout ce qui est l'univers du ballet et donc tout ce qui est aussi l'exigence autour et donc on suit notamment l'histoire de... Non, mais t'inquiète. Non, mais raconte un peu toi ce que t'as aimé dans le film, quoi. Ouais. Mais enfin, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de vraiment suivre l'histoire du personnage principal et de voir à quel point c'est vraiment exigeant et à quel point c'est... Parce qu'au final, c'est au-delà du physique, parce qu'on sait que le ballet, c'est justement quelque chose de très physique et de très... Après, le ballet, on s'en fout un peu, hein, même les opéras. Oui. Pardon, excusez-moi. Monsieur Chalamet, Je vais faire le cosplay à fond là. Mais Non, sinon, mais- je me demandais, Hélène, tu- t'en as pensé quoi du personnage de Vincent Cassel dans le film? Je le trouve très dur parce que en fait c'est justement un petit peu pas un peu comme une sorte de parasite mais un peu qui va venir brouiller le cerveau et qui va venir vraiment mettre beaucoup la pression et justement là où au départ en général le ballet quand on le commence c'est par passion, au final ça devient vraiment ça peut presque devenir un calvaire et donc je trouve que c'est intéressant comment, au final, en effet, c'est pas du tout tant le ballet qui est le centre du film, mais plus vraiment tout l'aspect mental autour et tout ce qu'elle fait justement pour continuer d'être la meilleure et ce genre de choses. Et voilà quoi.
C'est pas mal, c'est pas mal. Toi, t'es d'accord avec ce qui se passe dans l'évolution de ce personnage joué par Nathalie Portman dedans? Tu trouves ça sain ou... Bah non, je trouve et surtout je trouve c'est assez triste parce que justement il pourrait avoir des moyens d'éviter ça, mais à la fois du coup elle va aller justement elle va faire certains choix, en prenant certaines choses, etc. qui au final qui vont un peu l'amener à sa chute au final. Et au final, c'est un peu ça qui est triste, c'est que on verrait au départ le destin tout tracé qu'elle pourrait avoir. Et donc il y a un peu ce truc de... J'ai oublié le nom. Mais de Mila Jovovich. Non, c'est pas elle. C'est Mila Kunis. Ah ouais, je confonds. Oui, je l'ai pas dit. Ouais, c'est Mila Kunis, tu voulais parler de Mila Kunis, je crois. Même pas. Non. Ah, ok. Mais un peu... mais que c'est un peu impossible de la sauver. Et ça... c'est un peu dur à voir, je trouve. Est-ce que tu penses que sa mère, elle est juste au personnage principal ou pas? Dans ce qu'elle fait, dans ses actions, la mère. Ah, je trouve que c'est un personnage un peu complexe, mais parce que... parce que je pense surtout dans ce genre de domaine-là, tout ce qui est vraiment le ballet, même la musique, l'excellence, t'as envie de pousser ton enfant jusqu'au bout et au plus loin de ses capacités. Et là, en l'occurrence, je trouve qu'elle franchit la frontière où elle se rend même plus compte qu'au final, sa fille, elle souffre. Et t'en penses quoi de la scène de karaoké? N'a pas. Moi, ce qui m'a dérouté dans le film, c'est vraiment tout le côté un peu horreur, genre du corps et tout. Genre Aronofsky, il kiffe, genre Satoshi Kon, c'est un réalisateur. Et je me demande, t'en penses quoi, toi? Parce que toi, t'as aussi vu Perfect Blue. Tu penses quoi un peu du rapport? Tu vas trop loin, les gars, vous êtes insupportable, tu vas trop loin là. En vrai, j'ai vraiment vu, mais c'est quoi le rapport avec... Ah, t'as vu Perfect Blue? Oui, j'ai vu Perfect Blue. Bon, tu peux le dire, t'as pas vu Black Swan? Bah si, je l'ai vu. En gros, Aronofsky, le réal de Black Swan, il kiffe Satoshi Kon, qui a fait Perfect Blue, et il fait toujours des références avec tous ses films. Et là, le côté Perfect Blue, c'est un dédoublement de la personnalité. Et Black Swan, ça parle de ça, en fait. Tout le côté avec la tarte à la tourte. La tarte à la tourte. Tu parles de Story, là, La tarte à la tourte, c'est une tarte dans une tarte. Ah, ok. Ouais, je crois qu'il y en a pas. Mais en tout cas, dans Black Swan, en gros, le gros truc du film, t'avais tout bon, hein. Franchement, ça marchait bien. C'est juste que Nathalie Portman, en gros, elle veut jouer le signe noir et le signe blanc. Oui. Et il y a une sorte de dédoublement de la personnalité où, en fait, elle devient une autre personne. Ok. Voilà. Côté un petit peu Vertigo aussi, là. Vertigo aussi, mais surtout Perfect Blue, en fait. Bien joué, les amis. Bien joué, et toi, du coup? Bah oui. Hélène, tu veux imposer à Owen, Ouais. du coup? Vas-y, dis-nous une liste de films, Owen. Moi, j'ai noté 3 films, mais en fait, parce que ça me venait pas, mais j'avais Planète Terreur, Le Tombeau des Lucioles, L'Impasse. Qu'est-ce que j'ai pas vu aussi de gros Parce que là, tout ce que t'as dit, je pense que tu connais un peu déjà le film, tu vois. On va pas se mentir, 2001, Ouais. ça va. Ouais, c'est vrai. Bah non, mais je sais pas, vous me connaissez bien. Qu'est-ce que un gros film culte pour vous là que j'aurais pas vu? Parce que moi, avec ma Ta cinéphilie voilà, sans frontières, j'ai coché toutes les cases, moi. T'as tout vu, toi. J'ai déjà tout vu. Peut-être dans les films d'horreur, t'as pas vu grand-chose, tu vois. En film d'horreur, genre classique et tout, je sais pas, Wickerman. Ah non. Ça peut être drôle, ça. Wickerman. C'est vrai qu'en plus, je connais plein de trucs du film. Bon, t'as vu The Wickerman hier, du coup, tu l'as rattrapé. Carrément, je l'ai tellement vu que j'ai complètement oublié le nom de son réalisateur, ni le nom de son acteur. C'est Robin Hardy. C'est Nicolas Cage. Ah, tu parles de la version avec Nicolas Cage, toi? Ah, de quelle version je parle? Ah, moi je parle On parle de la version originale des années 70. Mais oui, la fameuse originale, bien sûr que je l'ai vue. Oui. Je l'ai vue juste avant de voir celle avec Nicolas Cage, justement. Ah, d'accord. Non, mais je confonds un petit peu les deux, tu vois, la scène des abeilles, je crois. Mais non, c'est un film intéressant parce qu'il y a... C'est un mec, du coup, il va sur une île et pour enquêter, je crois, sur... Non, je crois pas. Bah, tu l'as vu. Mais qui enquête, en fait, sur la disparition d'une jeune fille. Et en fait, il se rend compte que c'est une secte sur cette île. Et c'est assez tétanisant parce que tu vois les pièges, tu vois même les sorties de secours qu'il peut avoir. Et il y a une forme de maelstrom terminal un peu dangereux, tu vois, qui tourne autour de lui. Et en fait, il meurt. Voilà. Ah, il meurt? Il meurt. Putain, moi j'ai pas vu ça comme ça. Il meurt en hurlant, je sais plus quoi, mais... Là, tu parles de la version de Nicolas Cage. Ah, parce qu'il meurt pas dans la version originale? Bah, tu l'as vu. Bah, tu l'as vu, t'as vu les deux, tu dois Non, savoir. mais je confonds un peu les deux, tu vois. Et tu trouves pas qu'il a un accent assez particulier, l'acteur, dans la version 70? Parce qu'il vient de quel pays déjà? Il vient du Royaume-Uni, mais... Ouais. Je sais pas, c'est un Écossais. Ouais. Mais c'est un Écossais un petit peu switché avec l'Irlandais, tu vois. Non, c'est bien. Mais j'ai toujours confondu un petit peu les deux aussi. Ah, ok. En fait, je confonds beaucoup de trucs. Ça me fait penser à Qui est l'imposteur de Squeezie, mais version cinéma. Ah, j'avoue. Moi, Mais, ce que j'aime bien,
dans le film, et je pense que t'as dû adorer, c'est tout le côté musique. Non. T'as pas aimé les musiques dans le film? Non, je trouvais ça un peu redondant. Je trouve qu'en fait, il insistait beaucoup trop sur le thème principal et ça manquait de flûte. Non, parce que tu sais que Wicker Man, c'est une comédie musicale. Non, tu confonds avec Wicked Girl. Avec Wicked. Bah, en soi, c'est une comédie musicale, Ouais. Wicker Man. T'en penses quoi de la scène de karaoké d'ailleurs? Bah, j'ai bien aimé le moment où ils ont allumé le feu. Et t'as tous les habitants de l'île qui étaient là en mode. Qui faisaient danser les dieux. Ok. Non, mais c'est cool. On T'as a pu dû- voir la flamme dans leurs yeux et tout. Ouais. Bon, j'ai pas fait genre. Hein. Non, si, ça marche. Mais t'en penses quoi des convictions du personnage principal justement? Oui, ses convictions. Ah, mais oui, c'est vrai que lui, c'est un bon gars d'extrême droite. Hein, c'est. Non? Bah, en soi, il est très. Il est très chrétien, Il est très chrétien, Très catho. tradit, quoi. Et du coup, ça lui fait un peu bizarre d'arriver dans une société un peu. Ils ont une autre Ah, religion, c'est cette, ça, c'est- cette communauté. C'est quand même un film où on te dit les gens de gauche, c'est les méchants. Attention, hein, le progressisme. Non, c'est pas ça. J'aurais pas dit ça, mais. J'aurais parlé justement des chrétiens face aux païens, quoi. Ouais, voilà, c'est les hippies contre les cathos. C'est un peu ça. Voilà. Et à la Ouais. fin, c'est qui les méchants, forcément, c'est les hippies. Toujours. Voilà. Alors qu'en vrai, techniquement, si on voit à la fin du point de vue que les hippies sont les meilleurs, Voilà. en vrai, ils ont raison. Alors que bon, à la fin, John Lennon, il prône la paix quand même. En vrai, voilà, c'est ça. Voilà, Il y a beaucoup de John Lennon dans le film. Hein. Ouais, bah oui, Imagine All the People, quoi. Ouais, ouais. Non, mais la BO, il y a John Lennon. Mais oui. Ah oui. Il y a Garfunkel aussi. Mm. Art Garfunkel. J'adore. Voilà, bon. Non, en vrai, vraiment, alors, ça, tu l'as vu toi ou pas, Jérém? Ah oui, mais ça fait très J'ai longtemps. une question, mais pour moi, quand je dis comédie musicale, c'est peut-être pas vraiment le terme, mais pour moi, The Oui, il y a Wicker des Man de moments 70, musicaux. t'as quand même beaucoup de moments musicaux, mais vraiment genre mise en scène avec des gens qui chantent et tout, donc pour moi, ça rentre dans la comédie musicale. Bah, mais non, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Je me souviens de passages musicaux, mais de là à le qualifier de comédie musicale, je serais pas Mais là si, non je plus. l'ai vu. Effectivement, ça chante. Mm. Voilà. Bon, on arrête le massacre. hein. Oh, on arrête le massacre, mais c'était génial. C'était Ah, trop je bien suis comme content, concept, c'était très drôle. Bah, je suis content. Ouais, on s'en est bien sorti. Non, mais c'est à refaire parce que c'est très drôle comme exercice. Ouais, c'est très drôle, ouais. C'est génial. Mm. Et maintenant, c'est au tour de Hélène de nous faire jouer ou pas Ouais. avec son joker. Je voulais plus faire un truc pour un peu juste revenir sur le sujet du départ du podcast, du coup avec le Diable, ça vient Prada 2. Et justement, moi je me demandais un petit peu, si vous étiez réalisateur par exemple, quel film justement vous aimeriez adapter, en faire un deuxième volet. Et du coup, pourquoi et quelle histoire et avec quel acteur, quel réalisateur. C'est je génial. vous en saurais, mais C'est un très bon joker. Donc prendre un film culte qui n'a pas eu droit de suite, peut-être un film qui date donc il y a 20-30 ans, peut-être un peu vieux, peut-être comme Prada. Comme vous voulez, et pas forcément un film qui nécessiterait une suite. Spider-Man 4. Oh, sixième sens. Non. Mais avec son... Tobey Maguire. Oui, ok. Ah ouais, j'avoue, 7ème sens. Ouais, septième sens. Le sixième sens en septième sens, ça serait. Comment on pourrait faire la suite du sixième Alors sens attends. Parce que pour moi, le concept donc du sixième sens, c'est le suspense qu'il y a, le twist à la fin. Voilà. Tu l'as vu ou pas le sixième sens? Non. Merde. Ah, Est-ce qu'on lui gâche un moment de cinéma culte? C'est quand même une des plus belles fins du cinéma. Oui. Ok. Donc non, on va éviter alors. On te raconte le film, on ne dit pas le spoil. Bah, du Ok. coup, on dit. Ah si, parce que dans mon argument pour la suite, faut que je pas. Ah. Bon, pour Ça rapport part à. pas. Au pire, En gros, j'écoute pas. Est-ce qu'on lui nique genre Ah, c'est quand même. C'est tentant. Moi, c'est Bah ma oui. fin préférée, quoi. Non, mais sinon, partons sur autre chose, c'est pas grave. Ouais. Ok, bon, bref. Tu comprendras un jour. On Ok. coupera. Ah non, je sais, Jérém. Il faut que tu fasses la suite de Nymphomaniac. Il y a déjà une suite en Non. soi. Ah bon? Bah, Nymphomaniac 1 et 2, après c'est regroupé en un seul film, mais techniquement il y a une suite. Ah. Donc ça marche pas. Oh. Ah, c'est un gros film, mais qu'est-ce que tu veux dire après ça, quoi? Je sais pas. Justement, elle moi a- j'ai pas d'idée sur. Elle a encore bien des hommes à rencontrer. Bah non, la fin, juste. Je sais, Jérém. Non, mais un film qu'on aime bien, je sais pas moi, Parasite. Voilà, de Ah, Bong Joon-ho, bah, ça pourrait être super intéressant, Parasite de Bong Ah, Joon-ho. ouais. Comment ça se passe? Parce qu'à la fin, c'est quand même Ouais. malheureux, quoi. Bah, tu ferais quoi du coup? Alors, pour moi, je pense qu'on pourrait encore continuer, en fait, parce qu'à la fin, finalement, le personnage se retrouve au même stade que le début. Hein. Il est pauvre. En plus de ça, son père est enfermé dans une maison, dans un sous-sol. Comment il peut faire pour retrouver ça? Il veut gagner de l'argent. Et du coup, là, au lieu de se faire passer pour des profs ou bref, des nounous, des bonnes, là, il rentre dans un milieu qui est bien cher, bien genre, on peut gagner grave du flouze. Les paris sportifs. J'allais dire les banques, mais après. J'allais dire un truc plus deep, Et la bourse? encore plus deep. Oula, tu fais peur là. Il devient gigolo. Bien sûr, Ah, donc carrément. on cherche si loin. Il devient gigolo.
Et en fait, ce qui est bien avec la gigolo, Avec la c'est qu'il y a gigolitude. gigolitude. C'est que là, il n'y a pas de. En fait, les gens, ils ont tellement des fantasmes bizarres que je pense qu'ils aimeraient, ils kifferaient justement avoir un mec qui galère, qui est pauvre. Il pourrait pas. Là, il jouerait pas un jeu, tu vois. Il devrait prendre son rôle à lui, sa classe sociale, et en faire un masque, en faire un truc de parade, de déguisement, tu vois. Puis, et là, il kifferait. À un moment, t'aurais un très riche qui dit je veux coucher avec toi et ton papa en même temps, c'est mon kink. Et du coup, il va aller retrouver son papa dans le sous-sol pour gagner de l'argent. Et le mec, lui, son délire, c'est d'aller dans la maison, dans la cave, il va avec la crasse et tout, parce que c'est son kiff, tu vois. Ah, via Bong Joon-ho, hein, peut-être que. Et du coup, ils doivent rentrer dans la maison. Gaspard Noé, hein. Mais sauf qu'il y a des propriétaires dans la maison. Comment ils font pour rejoindre la cave? Et donc, ils trouvent tout un truc et tout. On allait loin. On va trouver d'autres films. Mais en vrai, ça pourrait. Ça, Oui, parce qu'elle dit trouve un réel. Moi, je te dis, Bong Joon-ho, je pense qu'il fait pas ça. Tu le refiles à Gaspard Non. Noé, ce truc-là. Gaspard Noé. Ah, ce serait Parasite 2. Parasite 2 par Gaspard Noé. Ah là là. Ce serait génial. Après, Hélène, elle a dit c'est si on était réalisateur, donc c'est nous qui le Ah, réalisons. c'est nous. oui, mais enfin, c'est vrai Oui. que. Bon, on peut demander à Gaspard de nous aider pour les effets un peu psychédéliques. Et puis nous, on gère le reste. Ce Ouais. serait qui les acteurs, le vieux homme riche qui veut coucher avec le mec de Ce Parasite? serait des acteurs coréens. Moi Lee non, Myung-Young, allez. non, moi j'aurais bien vu un américain, tu Ah vois, ouais. qui vient en Corée et tout, Ah qui a de la ouais. diffuse, un vieux américain chauve. Genre Schwarzenegger. Non. Mais rasé. Un show. Un chauve Pourquoi bien on veut- vieux et bien riche. Bruce Willis. Pourquoi forcément chaud? Je sais pas. C'est Je cliché. suis encore dans Prada 2 avec Nigel, tu vois, genre. Ah, Stanley Tucci. Ouais. Non, il est trop gentil. Moi, je veux vraiment un personnage qui soit exécrable, tu vois, Bah, qui dans- utilise son pouvoir. Non, il faut pas qu'il soit chauve. Il faut qu'il ressemble un peu à l'américain. Je sais pas si vous voyez dans The Substance. Le mec qui mange des crevettes là face Ah à oui, Corey oui, Farrell. oui, Vous voyez un peu ce genre de type d'américain. Arrête, quoi. Voilà, ouais. Ou dans. Enfin, je sais pas si vous avez vu Daredevil. Enfin, la série. Ah, Wilson Ouais. Fisk. Ouais, Fisk. Ah oui. Ouais. Genre, il est tu vois. détestable. Ah, c'est Vincent D'Onofrio. Et ouais. il est bien chauve. Bah, tu vois ensuite que je kifferais. En même temps, ça existe déjà en comics. Bah, c'est Django Unchained. Genre, c'est faire une suite, une franchise Django. Hein. De toute façon, il va y avoir une suite avec Zoro en fait. Donc, Ah, il va y avoir une suite. Bah, le Ouais. crossover, il a été fait en oui, bande mais dessinée, je crois. non il est en développement en film ou en série, je sais plus. Je me suis perdu. Tu fais une suite à Trappe, allez. Non, non, Bah non, mais déjà. Arrêtons avec Shyamalan, arrêtons. ça va aller. En fait, il faut vraiment prendre un film tellement culte qui a pas besoin de suite, mais tu en fais une quoi. Ouais. Bah, Non, je- Titanic. Ça a toujours été la blague de Titanic. Titanic 2 existe en plus. Hein. T'as des idées? Bah, moi, j'avais pensé à V pour Vendetta. Mais Ah je ouais. sais pas comment. Ouais. Mais je trouve que, en fait, la fin, tu. J'ai pas vu le film. Ok. Je sais pas, soit sur le personnage, soit sur. Ou justement le après. Bah, ce qui se passe dans le Ouais. monde, comment le monde façonné par Ouais. Vendetta, Mm, finalement, est-ce qu'il devient une utopie ou pas mm, mm, mm. Je viens d'avoir une épiphanie, mec. Truman Show, tu fais quoi comme suite? Oh Ah oui, ouais. Ah oui. Oui. Truman Show. Ah ouais. Moi, j'allais faire un peu un truc à la labyrinthe, c'est qu'en fait, dans la vie réelle, il est encore piégé dans un monde faux. Ah ouais. Et en fait, on se rend compte qu'il est pas le seul à être piégé, qu'on est tous piégés. Et qu'on Oh. est tous surveillés par encore d'autres gens. Moi, j'aurais vu un truc classique du style faut qu'il s'adapte à la vie des personnes. Tout le monde va être en mode wow, je te connais, j'ai vu ta Oui. vie et tout, tu vois. Comment il s'adapte à ça, comment il s'adapte aussi à la société en général. Vu qu'il aspire à une vie normale, mais étant donné que c'est une célébrité, qu'est-ce que la normalité dans ce monde? Est-ce qu'il n'était pas plus peinard dans son dôme que dans la réalité où tout le monde le reconnaît? Il est sorti de la caverne, quoi, mais comment vivre en dehors de la caverne? Ce serait génial un film. Moi, j'aimerais bien voir un film comme ça. Surtout Jim Ouais. Carrey, maintenant, il a une gueule un peu. Ça pourrait le faire. Hein. Ouais, je suis pas Bah, sûr. Hein. Maintenant, c'est un peu tard, je trouve, parce que faudrait que ça soit une suite directe. Pour moi, tu peux pas faire un truc qui se passe. Bah, non, 30 ans genre, après. Bah, tu vois que non, 30 ans après, il s'est toujours pas adapté au monde extérieur, genre, et c'est encore plus Là, triste. Regarde, on a bien fait Blade Runner 2 avec Harrison Ford à 70 balais. Hein. C'est vrai. Et du coup, ce serait qui qu'est-ce qu'on peut ajouter dedans en acteur dans le film Là, faut qu'il rencontre Ed Harris. Ed Harris. Hein. Ouais. Il est mort, Ed... bah non, Non, il est encore Ed en Harris, mais Il oui. tourne encore, il était dans Love Lies Blinding Bah oui, c'est ça, ouais. avec son magnifique Calvi simulé. Intouchable 2. Depuis le temps qu'on en parle, les gars. Il y en aura un jour. Hein. Voilà. Je suis pas sûr. Hein. Ouais. Franchement, tu veux faire quoi à part il va aider un autre où ils se rencontrent c'est quoi? C'est tu suis quel personnage sur les Non, deux? un crossover intouchable, un petit truc en plus. Wow. Oula. Genre, en gros, Omar Sy, il aide des riches en situation
Cap, mais en mode trisomie. Ah, ouais, t'es perdu, quoi. J'ai pas vu un petit truc en La plus. troupe d'un petit truc en plus qui rencontre François Cluzet. Et Omar Sy, il les gère. Voilà. C'est ça. Non, moi, j'allais dire, à la limite, Intouchable 2, c'est qu'il y a un rapport qui change, dans le sens où maintenant, c'est François Cluzet qui est un peu plus endetté, et Omar Sy qui a... C'est en bourgeoisie. Bah ouais, c'est en bourgeoisie. Et du coup, ils redeviennent potes, mais là, pour le coup, c'est François Cluzet qui travaille pour lui. Je sais pas pourquoi. Alors qu'il genre. peut pas Oui, bouger. oui, c'est compliqué. Parce Vraiment, qu'on le peut mec, pas il est en bouger, mode, qu'on peut j'ai un pas... peu de compassion pour toi. Il peut travailler, je sais pas, moi. Ou alors, non, je pense que la technique un peu pour faire des suites, c'est de faire une suite où on met le côté un peu méta cinéma. Genre, par exemple, Intouchable, l'histoire était tellement folle qu'on fait un 2 où on te montre qu'ils vont faire un film dessus, Voilà. et on voit le tournage, tu vois. Comme Scream. Comme Scream, voilà. Scream a utilisé cette technique, ou genre Le Roi Lion 3. Oui, c'était rigolo le Roi Lion C'était 3. rigolo. Donc à la limite, on pourrait faire une suite comme ça. Non, mais après, film d'horreur, par exemple, voilà, ça c'est hyper simple. Je trouve film Ah, ouais. d'horreur, genre, ce serait trop simple de prendre un film d'horreur qui a peu de suite et d'en Ouais, faire c'est une. surtout qu'il y en a beaucoup qui ont eu de suite, Ouais. des suites du coup. Non, bah sinon, Le Bon, la Brute et le Truand. Après ça, il y a la trilogie du dollar, Oui. et techniquement. Non, je pense faire des suites avec vraiment des films d'auteur un peu, tu vois, genre bah, tout à l'heure on parlait de Nymphomaniac, tu prends un film de Lars von Trier, faire une suite c'est compliqué, t'as vu toutes les fins de ces films, genre. Bah attends, du coup, je pense à un autre truc, Festen. Ouais, voilà, Tu fais Festen. quoi? Thomas Winterberg. T'as vu Festen? Non. Festen, en gros, c'est un film où Oui, un petit t'as. twist de fou à la fin encore, mais. Ah, il y a encore un twist. Mais c'est non, pas grave. Bon, c'est un film déjà qui fait partie du dogme. C'est un film en gros qui avait des règles à l'époque, un peu chelou et tout. Bref, caméra à la main, donc qui part dans tous les sens, aucune musique au montage, bref. Et dedans, en fait, t'assistes à une réunion de famille très riche dans un château pour fêter l'anniversaire du père, quoi. Et le fils fait un discours et explique qu'en fait son père l'a violé avec sa sœur quand il était petit, quoi. Donc il y a un truc un peu tendu et tout le film est très déstabilisant. Et à la fin, ça se termine, bon bah, tout le monde a appris ça et il faut gérer le père de la famille, quoi. Bon, bref. Et donc faire une suite à ça, Les conséquences de ça, ouais, les conséquences de cette révélation. bah, on parle du fait que c'est un mec très riche, qui a énormément de pouvoir. Qu'est-ce que ça fait sur un homme comme ça dès que tout le monde l'apprend? Parce que là, c'est la sphère familiale qui le sait. Ouais. Mais si après le mec a La une sphère image, une notoriété, professionnelle, ouais. ça pourrait être intéressant de Et faire du ça. coup, pour contrebalancer tout ça, tu le fais pas en dogme, tu le fais en film un peu classique, tu Ce vois. serait dingue, même un film très lisse comme un gros studio hollywoodien, genre vraiment un truc, tu vois. Ce serait trop bizarre. Requiem for a Nightmare. Pour un massacre. Non, Requiem for a Dream, mais la suite c'est Requiem for a Nightmare. Ah. Et genre tu montres comment Jared Leto, comment il s'appelle son ami, c'est Marlon Wayans. Comment genre ils s'extirpent, genre comme un Trainspotting 2. Ah oui, ok, genre plus 20 ans, 30 ans après. Ouais. Ah, mais du coup, attends, Wayans, lui, il a perdu un bras. Non, Non, c'est c'est- Leto qui a perdu un bras. Wayans, lui, Il est en prison. Je pense, mais il est pas qu'en prison. Il est noir en prison dans un état du Sud. Je pense que lui, il survit pas à ça. Enfin, tu vois, Ouais. genre. Moi, c'est Je la suis mer. sur les traumas. C'est la mer. Je pense que la mer, c'est un légume, du coup. Il n'y a Mhm. aucun moyen de la développer. Ouais. Peut-être de renouer le lien avec. À la limite, je pense que ce serait. Si on fait une suite, ce serait vraiment. Parce que Trainspotting 2, je trouve ce qui était cool, c'est qu'on arrivait quand même à trouver une espèce de fin heureuse. Mm. Tu trouvais, non? C'était une fin ouverte, Trainspotting, alors Je que. trouve que Requiem for a Requiem, Dream, ce serait de rétablir un peu la connexion entre les personnages qui ont été totalement brisés, hein, Ouais. parce que dedans ils se retrouvent seuls. Hein. Mm. Donc ouais, la relation de la mère et du fils, la relation avec Jennifer Connelly, un truc qui peut pas repartir comme avant, mais au moins qui est un peu cicatrisé. Comment Leto et Connelly se retrouvent. Ouais. Après tout ce temps, ils se recroisent. Leto, il a plus de bras. Connelly, elle a complètement Toujours sombré sauté. dans ce milieu. J'ai envie de revoir ce film, et en même temps j'ai pas envie de revoir ce film. Non, l'avoir revu au cinéma la dernière fois quand on en a parlé, ça m'a suffi. Hein. Ah ouais, non, tu l'as vu? Oui. Il est dur. Et toi, Hélène, quel autre film te viendrait? Bah après, je trouve le risque des suites, c'est justement de un peu gâcher la magie derrière. Quand t'as vraiment bien aimé un film et tout, et des fois, c'est vrai que ça nécessite pas forcément de. J'aime trop ton jeu, j'ai envie de cocher. J'ai envie de dire 2001, mais ça existe déjà. C'est 2010, oui. Ah ouais. Oui. Ah, il y a Ok. une suite? Ouais. Oh non. Et c'est même une trilogie de romans. Ah. Et le troisième livre a jamais été adapté. Ok. Mais dans le 2, genre, c'est des astronautes qui retrouvent le vaisseau dans lequel il y a Hal. Ok. Ouais. Mais j'ai pas vu encore. J'ai toujours pas lu la suite des bouquins. J'ai lu que le premier. On pourrait faire des suites à des films qui se basent sur des faits historiques, genre, mais ça servira à rien. Par exemple, Elephant. Tu fais une suite à Elephant, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et deux tueries de masse. Est-ce que tu t'occupes des gens, des victimes de l'école? Parce que, en vrai, après Columbine, il y a quand même eu des répercussions. On pourrait en faire un Elephant 2. Une suite de Scorsese. Taxi Driver 2. Alors là, mais Taxi voilà. Uber. Pour moi, mais en fait, Taxi Driver, ce serait un peu le même côté de Joker 1, Joker 2. Ah ouais. Techniquement, vu que Joker 1 se basait beaucoup sur Taxi Ah, Driver. Hier, j'ai vu La valse des pantins de Mm. Scorsese. Et la fin, elle est
elle est curieuse la fin. Je sais pas si je peux vous dire. Vas-y, dis-nous. Ah, j'ai pas vu. Bah, c'est tout bête, mais en fait, le personnage, à la fin, bah, il a gagné. Il a ce qu'il convoite. Il est heureux avec ça? Il est très 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 heureux. En fait, il a payé les conséquences d'un acte qui est terrible, mais en même temps, ça lui a apporté son bonheur. Et du coup, il est très rare, heureux avec c'est rare ça. d'avoir un film comme ça. Et c'est très ouvert comme fin. Genre, t'es en mode, bah en fait, maintenant, il va poursuivre sa vie, il va être heureux. Genre, il a payé son truc et il est très content. Donc la valse dépense un 2, c'est juste lui qui kiffe. Bah, c'est juste lui qui kiffe, mais peut-être qu'à un moment, le il va. rôle du personnage, il faut là. Peut-être Oui, qu'à un mais- moment, il va y avoir une vraie retombée, quoi. Parce Ouais. qu'à un moment donné, genre, le gars, tu sais, tu finis le film, t'es en mode, mais wesh, pourquoi t'as gagné, toi? T'es pas censé avoir gagné. Oui, bah, il subit les conséquences de Ouais. ce qu'il a fait, quoi. C'est ça. Un peu, c'est- La suite d'un film où c'est la fin du monde, où genre il y a vraiment plus rien, il y a plus rien à dire. 2012. 2012 ou même Mélancolia. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Genre, tu sais, tu suis un astéroïde. Ouais, et t'as la voix off de Charlotte Gainsbourg. En fond, En fait, Lars von Trier, il te sort un film, en fait, c'est 1h30 d'écran noir. Ouais. J'adore ce Joker, Ouais, vraiment, ok. bravo. Hein. Bah, ok. Bah, tant mieux. Et bah, Ah. va falloir qu'on s'arrête Une peut-être. dernière idée, allez, un dernier truc. Oh. Et là, on le développe vraiment. Hein. Après, Ouais. si vous voulez, j'avais une idée, enfin, j'avais une autre question un peu qui permettait de développer ça. C'était bah, justement, donc, au contraire, quels sont selon vous les. Bon, peut-être pas les meilleurs et les pires, parce que ça ferait beaucoup, mais oui, les meilleurs et les pires d'eux. Enfin, ceux. Les ceux- suites de trop, Ah. ou juste Ouais, les voilà. pires deux, là. Moi, c'est Ouais. le truc qui vient Ouais, direct les en tête suites à de- Owen, qui vient direct en tête à Jérém, et qui rappelle un peu notre côté geek super-héros. Spider-Man 1, Spider-Man 2, pour moi, genre Spider-Man 2, c'est genre la meilleure suite, je pense, qui existe, Non. qui arrive à refaire un peu Bah. comme le 1, mais en mieux, Mm. avec une autre Oui. idée, avec toujours la même direction. Enfin, moi, je trouve vraiment, ensuite, c'est Spider-Man 2 pour moi. C'est un tout autre truc, mais non. Bah, CF, je crois qu'on a déjà évoqué ça hein, dans un Mm. Joker. Déjà, les Ouais. suites, vraiment, on trouvait que le Mhm. 2 était meilleur. Bah, de toute façon, mon film préféré, c'est une suite, donc c'est Dark Knight. Deux de tes films préférés sont des suites. Ouais, Alors, Dark Knight, et je crois, mais même à l'époque, dans DCV, je t'avais dit, je Oui. trouve que Dark Knight et Batman Begins, on s'en rend pas compte. on se rend pas compte. Mais sinon, Terminator 2. Oui. Parce que Terminator 2, c'est le parfait calque du 1, mais poussé plus. Mm. Et une pire suite, on avait dit. Ah, je t'en ai fait découvrir un il y a pas très longtemps de pire suite. Batman et Robin, non, ça fait un moment. Non. Euh, Vert. Ah, le Moche. fils du masque. Ah oui, c'était horrible. Moi, j'aimais trop le fils du masque. Bah, je l'ai revu du coup. Ça va, en vrai. Alors par contre, on tient à préciser, les versions Canal, elles ont expurgé une scène qui m'a montré Ah sur oui. YouTube, Owen. Ah là là. Je trouve C'est laquelle? c'est scandaleux. C'est censuré. C'est la scène de la fécondation du fils Ah, du ils l'ont masque. pas mis? Elle est censurée sur les versions qu'il y a sur Canal, je tiens à le dire. C'est dommage. Et du coup, on a fait pause et je lui ai montré la scène sur YouTube. Hélène, tu connais pas du tout. Ah, parce que ça. C'est d'un mauvais goût. Ouais. Je crois que c'est une des scènes du plus grand mauvais goût que j'ai vu. Ça aurait été dommage de louper ça, tu vois. Et je trouve que le cinéma adore mettre en scène des spermatozoïdes qui vont vers un ovule. Hein. Partie suprême, le fils du masque. Allô maman ici bébé. Allô maman ici bébé. Il y a plein de scènes assez drôles sur ça. Hein. Je pense qu'on pourrait faire un top. Ouais, il y a Oui, mais aussi tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais avoir osé en Oui, parler. oui, mais le truc du fils du masque, c'est que c'est un film pour enfants. Ah, c'est ça qui est marrant. Oui, en fait, le fils du masque, c'est un film pour enfants, mais ça te montre clairement de la sexualité, clairement Ok. plein de choses, plein de blagues de sexe. Enfin, bref. C'est une des pires suites, je pense. Voilà. La suite, pas demandé, pas nécessaire, pas tout ce que tu veux. Hmm. Mm. Est-ce qu'on s'arrête là-dessus, les amis? Oui. Merci beaucoup pour le Joker, Hélène. Bah, de rien. Et merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur cet épisode-là. Mais, Mhm. merci à vous. C'était chouette. Ça t'a plu? Ouais. Ok. Dans 2 semaines, on va parler de quoi dans 2 semaines? Alors, on avait vu qu'il y avait peut-être Obsession, le film Ouais. d'horreur du Ouais, ça, youtubeur. ça, je l'attends beaucoup. Je l'attends beaucoup. Qui a l'air super cool. On a un film de Agnès Jaoui, je crois. Il y a Objet Junk- du désir. Il y a Junk World. Et surtout, bah oui, il y a Junk World et surtout il y a Cannes. Donc il y a peut-être Ah. forcément des avant-premières qui se Quelques passent à Paris, films, des films ouais. qui sortent en même Mm. temps que Cannes. Donc peut-être parler de Cannes. On verra bien. On verra. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur TikTok. Le TikTok, il va repartir. Ouais, il va repartir, un nouveau TikTok, ouais. Et même sur... Facebook Parce qu'on a décidé d'élargir notre public aux vieux. S'il vous plaît, ouais, s'il vous plaît. Si vous avez Facebook, rejoignez-nous. On va créer une page groupe Facebook. Oui. Je vais créer une page et un groupe. Voilà. 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 Il y aura... Il n'y aura rien dessus. Allez, en attendant, on vous fait des bises. À dans 2 semaines, les amis. Ah, dans 2 semaines, salut. Bisous